Merci Remzi, je vous remercie. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je vous présente donc un article coécrit avec Mounir Amdaoud, que vous connaissez probablement, à Economics également. Donc c'est un article qu'on vient tout juste de finaliser. On est ouvert à toutes vos propositions, à vos remarques et questions, bien entendu. Donc je vais commencer directement par le plan de ma présentation. Je vais tout d'abord exposer le contexte, donc introduire le sujet, le contexte et le positionnement de la recherche. Par la suite, je présenterai les données et l'échantillon d'études. Je passerai ensuite à la présentation du modèle empirique et des variables clés. Et je terminerai avec les résultats et quelques conclusions. Donc, la crise la crise sanitaire de la Covid-19 a fait l'objet de nombreuses études en sciences économiques, avec une attention particulière sur la diffusion du virus, sa répartition géographique et ainsi que son impact sur les économies avérées ou attendues. L'ensemble des recherches qui ont été effectuées à cette date sont d'accord pour dire que la diffusion du virus n'est pas égale compte tenu des caractéristiques socio-économiques des territoires. Donc, en d'autres termes, la diffusion du virus dépend en grande partie des caractéristiques socio-économiques des territoires et de facteurs démographiques. D'autres travaux ont également mis en évidence les profils d'entreprises les plus susceptibles d'être affectés par les effets de la crise, notamment les plus jeunes et les plus petites. Mais il demeure quand même une dimension très importante de la recherche qui demeure inexploitée, donc inexplorée. Il s'agit en particulier des caractéristiques, donc comme le note Brown et Corling en 2021. Donc, il s'agit en particulier des caractéristiques des territoires dans lesquels les entreprises sont les plus susceptibles d'être touchées par ou affectées par la crise. Cette question, elle trouve sa légitimité dans l'expérience de la crise mondiale de 2019 et des travaux qui ont été consacrés et qui ont montré en particulier que les caractéristiques sociodémographiques, la structure industrielle et les caractéristiques des territoires déterminent leur plus ou moins résilience, donc en d'autres termes, leur réponse à la crise financière globale. Donc, la littérature, elle est riche de travaux qui tentent traditionnellement d'expliquer les causes et les canaux de transmission de crise ou de choc économique. L'objectif étant de soutenir ou d'accompagner la mise en place ou la conception de politiques publiques capables d'atténuer les effets de cette crise. Avant la crise financière de 2018, la plupart de la littérature était de nature macroéconomique. Le déclenchement de la crise, il a attiré l'attention d'un nombre croissant d'études qui ont tenté d'expliquer et de comprendre pourquoi les réponses à la crise ont été différentes selon les pays, les régions, les territoires, etc. Donc, à cet égard, le concept de résilience, il a été mobilier. Il a été introduit donc en sciences économiques et a servi de littérature avec des appuis qui sont dérivés de l'écologie, de la psychologie et des études sur les catastrophes. Donc, la résilience, comme je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas un concept qui à la base qui appartient aux sciences économiques. C'est un concept polysémique qui est mobilisé par différentes disciplines, notamment la psychologie, l'informatique, l'ingénierie, et dont la définition dépend à la fois du contexte dans lequel il est utilisé, mais aussi pour les fins et selon les fins pour lesquelles il est mobilisé également. D'une manière générale, la résilience d'un système renvoie à la capacité de ce système d'absorber un choc ou un déséquilibre externe, à se réorganiser suite au choc, tout en préservant sa fonction et sa structure initiale.
Donc, la notion ou le concept de résilience, il a été introduit en sciences économiques, dans l'analyse économique régionale en particulier, donc dans un contexte d'intérêt croissant pour des recherches contextualisées, notamment en raison de la recrudescence de la succession de catastrophes naturelles, environnementales, de crises financières majeures qui ont affecté les communautés locales à travers le monde entier. Donc, les recherches ont tenté de comprendre la dynamique qui s'est produite après le choc ou après les chocs, de façon à évaluer ou à mesurer la capacité d'une région, d'un territoire, d'une manière générale, à résister, à absorber, à s'adapter et à se remettre avec succès du choc qui a été subi. Donc, ces mêmes études, elles montrent également que les réponses apportées par les territoires au choc déterminent également leur trajectoire de croissance à plus long terme. Donc, en résumé, et comme le souligne Martin et Sunley en 2015, en sciences économiques régionales, la résilience, elle peut être définie comme la capacité d'un territoire à résister à un choc économique et à retrouver sa trajectoire d'équilibre. Il faut savoir que la résilience ne se limite pas à mesurer en fait un succès basé sur une mesure unidimensionnelle. Il s'agit plutôt de mesurer la capacité du territoire à se transformer donc, pour faire face au choc qui a été subi. Donc à cet égard, Martin, en 2012, il identifie 4 dimensions de la résilience économique, donc qui ont été reprises plus tard par différents chercheurs, notamment pour l'évaluation des réponses apportées par les pays et les régions européennes face à la crise mondiale de 2008. Donc, ces 4 dimensions s'articulent autour premièrement, la résistance qui mesure la vulnérabilité ou la sensibilité au choc, telles que par exemple des récessions ou des crises financières. Deuxième dimension, c'est la récupération. Donc, autrement dit, elle est mesurée par elle représente plutôt la rapidité de retour à la situation d'équilibre. Troisième dimension, la réorientation structurelle, donc qui indique la réorientation de la région ou du territoire suite au choc, et finalement le renouvellement ou la reprise de la trajectoire de croissance pré-choc. Donc, il faut savoir qu'avant que le choc ne se produise, une région ou un territoire présente une certaine vulnérabilité vis-à-vis du choc, donc qui est mesurée par sa sensibilité au choc. Cette figure, elle reprend, elle est tirée de l'article de Martin et al. En 2016. Qui représente la résilience économique comme un processus, donc avec les 4 dimensions que j'ai déjà mentionnées. Donc, comme je l'ai déjà précisé, chaque territoire il présente déjà une certaine vulnérabilité vis-à-vis du choc, bien entendu, selon la nature et la durée du choc. La résistance, elle mesure ou elle fait référence à l'ampleur du choc et à la réaction du territoire face au choc. Et finalement, la réorientation et la récupération font référence aux ajustements à plus long terme apportés suite au choc. Donc, compte tenu du fait que le papier coïncide avec la crise sanitaire qui n'est toujours pas achevée ainsi que ses effets, nous avons choisi de nous positionner sur le premier aspect, donc qu'on montre dans l'encadré vert, de la résilience, à savoir la résistance au choc pour mesurer l'ampleur du choc. Donc, l'objectif de ce papier,
c'est de mettre en évidence l'hétérogénéité spatiale des effets de la crise sanitaire sur l'emploi en France métropolitaine à l'échelle de la maille de la zone d'emploi, dans le but d'en identifier ces facteurs explicatifs. Donc, autrement dit, on cherche à expliquer ou à répondre à la question de savoir pourquoi certains territoires ont été plus touchés que les autres par la crise et quelles sont les caractéristiques de ces territoires. Donc, le choix de la maille de la zone d'emploi est dicté par la pertinence d'une analyse à ce niveau-là, notamment pour des études locales sur le marché du travail, comme le suggère l'INSEE. Juste à titre de précision, une zone d'emploi, elle peut être définie, conformément à la définition de l'INSEE, c'est un espace géographique qui regroupe en fait plusieurs communes. Au sein de cet espace géographique, la plupart des actifs résident et travaillent, et donc la plupart les établissements peuvent trouver l'essentiel de leur main-d'œuvre au sein de cette zone d'emploi. Donc, vous l'avez bien compris, on a choisi de mesurer la résilience en faisant référence à l'emploi, donc avec une attention particulière à l'emploi. Certes, il n'existe pas dans la littérature de consensus sur la meilleure façon de mesurer la résilience. Cette difficulté, en fait, elle naît de la difficulté de cerner en fait la résilience au sein d'une définition compte tenu de la pluridisciplinarité, je vais y arriver, du concept. Donc, au sein de la littérature, on retrouve des mesures quantitatives de la résilience qui se résument à l'utilisation d'indicateurs univariés. Pardon d'indicateurs univariés basés sur la mesure de la production du PIB ou celui de l'emploi ou du chômage, ou des fois des facteurs ou des indicateurs qui mêlent à la fois le PIB et l'emploi, comme dans les travaux en France de Bourdin en 2018 et Talandier et Calix plus récemment en 2021. Nous avons fait le choix de mesurer la résilience face à la crise sanitaire à travers un indicateur qui est basé sur l'emploi, compte tenu du fait que l'effet d'une crise est susceptible de se manifester particulièrement sur le marché du travail. Donc, le choix de cet indicateur, on l'a fait compte tenu de l'importance d'un point de vue économique et social de cet indicateur, et surtout compte tenu de sa sensibilité en période de crise, comme le confirme Kitsos et Bishop en 2016. Juste pour montrer que l'emploi reflète bien l'effet d'une crise, Reinert et Rogoff en 2019 ont montré que l'emploi, il a tendance à revenir à ses niveaux d'avant-crise avec un décalage beaucoup plus long que celui de la production ou du PIB. Donc, pour construire un indicateur basé sur l'emploi, on s'est servi d'informations sur les annonces de suppression d'emplois intervenues durant l'année 2020. Ces informations nous ont servi à calculer un taux de suppression d'emplois par zone d'emploi, donc qui, en gros, reflète la profondeur, on mesure la profondeur ou l'ampleur du choc qui est subi par la zone d'emploi. Donc, on le calcule de la manière suivante. Le taux de suppression en 2020, il est calculé comme étant la suppression, le total des suppressions d'emplois en 2020 qu'on divise par l'emploi total de l'année N-1, donc en 2019. Juste pour vous donner un ordre d'idée de l'impact qu'a eu la crise sanitaire sur l'emploi en France, donc pardonnez-moi, F doit être majuscule. Donc,
Donc, l'impact de la crise sanitaire de l'emploi a été remarquable. Donc, l'emploi, il baisse nettement au premier trimestre de l'année 2020 avec 500 000 d'emplois détruits environ. On a un rebond à l'été 2020 et une baisse de nouveau à la fin de l'année 2020. Dans l'ensemble, l'emploi salarié, il demeure nettement inférieur à son niveau de fin 2019. Et d'après l'INSEE, il se situe à des niveaux comparables à celui de 2018, mais quand même, il s'agit de la baisse la plus importante en fin d'année depuis 2012. Donc, on ne peut pas la voir sur ce graphique, certes. Donc, par rapport à nos sources de données, nous utilisons les données de Trendeo, donc l'Observatoire de l'emploi et de l'investissement en France. Donc, il s'agit d'une société qui collecte en temps réel des informations sur les mouvements qui affectent les plus importants, l'emploi et l'investissement en France. Donc, il collecte des informations relatives à des annonces d'investissement productif, créateurs d'emplois, des annonces de suppression d'emplois qui interviennent par exemple dans le cadre de fermeture de sites de production ou de restructuration, de procédures de faillite, de défaillance. Alors, il faut savoir que les annonces qui sont donc recensées par l'Observatoire de l'emploi et de l'investissement, ce sont des annonces de suppression, création d'emplois qui interviennent le plus souvent en amont de la publication des offres d'emploi. Donc, en gros, par exemple, une annonce, ça peut correspondre à une entreprise qui prévoit d'embaucher sur le court terme, disons, à 50 salariés, ou une entreprise qui entame une procédure de liquidation judiciaire et qu'un certain nombre d'emplois sont susceptibles d'être perdus. Il faut noter aussi donc qu'il y a un décalage entre le moment où intervient l'annonce et le moment où la suppression ou la création aura lieu, avec des horizons qui peuvent aller jusqu'à 2 ans à peu près. Donc, certes, les données qu'on utilise, elles sont particulières dans la mesure où elles sont partielles, donc elles ne sont pas exhaustives. Pour vous donner un ordre d'idée, le total des suppressions d'emplois qui est capté par Trendeo est de 96 127 pour l'année 2020, ce qui représente environ 34% du niveau total du repli de l'emploi tel qu'il est estimé par l'INSEE dans son bulletin d'information le plus récent. Donc, il faut quand même avouer que les données Trendeo, elles, comme le montre ce graphique, elles arrivent à capter la tendance globale de l'évolution de l'emploi, création et destruction en France. Donc, vous pouvez le constater ici avec la courbe bleue qui représente l'évolution de l'emploi d'après les calculs de l'INSEE, et la courbe orange qui représente les créations nettes, donc autrement dit les créations moins les destructions d'emplois calculées à partir des données de Trendeo. Donc la courbe des destructions de l'emploi, en particulier ici la courbe grise, elle va de pair avec l'accélération ou le ralentissement du rythme de l'évolution de l'emploi tel que les indicateurs de l'INSEE le montrent. Donc, les données, elles ont leurs limites, mais elles présentent aussi des avantages incontestables. Dans un premier temps, il faut savoir que l'utilisation de telles données, elle fait l'originalité de notre démarche dans la mesure où l'évaluation de l'impact de la crise, il dépend de la disponibilité des données qui généralement sont publiées par l'INSEE avec des décalages qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Donc, le recours à ces données qui se situent en amont présente un avantage double. Le premier, c'est d'abord la possibilité de prendre en compte des paramètres à l'échelle locale, donc qui nous permet d'affiner notre analyse.
L'autre avantage, c'est la mise à disposition des décideurs publics d'indicateurs avancés, donc qui permettent d'apporter, qui leur permettent plutôt d'adapter leur réponse à la crise en fonction du degré de vulnérabilité des territoires. Nous complétons nos données également par deux sources qui sont la base de données CLAP et la base de données de l'ACOS, donc le dispositif de connaissance locale de l'appareil productif en France, et les données de l'ACOS qui fournissent respectivement des informations à la fois donc, sur les caractéristiques du tissu économique et local, donc à l'échelle locale, et de l'emploi salarié. Donc, pour construire notre échantillon, on s'est servi du code géographique de l'INSEE qui est fourni dans la base Trendeo. Donc, avec ce code géographique, on a réussi à identifier la zone d'emploi qui est concernée par chaque annonce de suppression d'emploi, de façon à reconstituer un échantillon qui représente les 304 zones d'emploi localisées en France métropolitaine. L'échantillon, donc certes, il est composé des 304 zones d'emploi de France métropolitaine, mais uniquement 204 sur les 304 zones d'emploi sont concernées par des annonces de suppression d'emploi sur la période considérée, donc entre le début et la fin de l'année 2020. Cette absence de données, donc les 100 zones d'emploi qui ne sont pas identifiées ou pour lesquelles on ne dispose pas d'informations sur les annonces de suppression d'emploi, donc cela s'explique par, premièrement, soit un manque d'informations étant donné la nature non exhaustive des données, soit une absence de suppression d'emploi au sein de certaines zones pendant la période considérée. Donc cette carte, on l'a construite à partir des données Trendeo, donc à partir des déclarations de suppression d'emploi. L'objectif, c'est de montrer en quelque sorte les disparités territoriales ou la distribution inégale selon les territoires des effets de la crise sur l'emploi. Donc, en particulier, on constate une concentration des suppressions d'emplois du côté ouest du pays. On constate également une exposition au choc des territoires situés dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. Donc, ces territoires qui constituent, donc qui affichent une exposition moindre au choc, se caractérisent donc comme le précise Olivier Portier de l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise. Donc, ils se caractérisent par des mécanismes particuliers en termes de revenus publics, sociaux, de pensions de retraite, etc. Et d'autre part, on note également donc, une zone d'emploi en particulier qui a été la plus touchée par les effets de la crise, donc qui affiche un taux de suppression d'emploi parmi les plus élevés. C'est notamment la zone d'emploi d'Issoudun, du Cédin, de la région Centre-Val de Loire. J'étais en train de vérifier l'heure pour être sûre que je ne dépasse pas. Donc, par rapport au choix d'un modèle économétrique, donc, compte tenu du nombre relativement important de zéros qu'on a dans notre échantillon, donc du côté de la variable dépendante notamment, on était obligé d'écarter une estimation par les moindres quarts ordinaires, étant donné que les estimateurs seront forcément biaisés. Nous avons renoncé également à un modèle spatial. On a effectué des tests et le test de Morand qu'on a calculé était non significatif, quelle que soit la matrice de pondération retenue. Donc, notre choix, il est finalement tombé sur la famille des modèles à variables dépendantes limitées, donc en particulier le modèle Tobit.
Je précise à cet égard que le modèle Tobit peut être soit tronqué, soit censuré, ou l'échantillon, en gros, peut être tronqué ou censuré. Donc, ce qui nous permet de savoir quel modèle Tobit en particulier il faudra utiliser. On parle d'un modèle tronqué quand toutes les observations de la variable dépendante et des variables explicatives sont absentes ou sont totalement perdues sur un intervalle donné. Un échantillon est censuré quand on dispose au moins des variables explicatives sur l'ensemble de l'échantillon. Donc, ce qui est le cas ici. Certaines zones d'emploi n'affichent pas de suppression d'emploi, mais quand même, on possède de leurs caractéristiques, enfin, les variables explicatives les concernant. Donc, nous optons pour un modèle Tobit censuré, les variables explicatives étant disponibles pour toutes les zones d'emploi. Donc, sans rentrer dans les détails du modèle, le modèle s'écrit de la manière suivante. On a donc la variable latente y étoile qui dépend d'un vecteur de paramètres à estimer et des variables explicatives du modèle, plus un terme d'erreur qui est normalement distribué. Cette variable latente, ces valeurs dépendent dépendent de la zone d'emploi. Les valeurs observées de la variable dépendante, elles sont données soit par la valeur de la variable latente si la zone d'emploi affiche une suppression d'emploi, donc si la variable latente elle est supérieure à 0, strictement supérieure à 0, ou elle prend la valeur 0 sinon. Donc, en absence d'informations sur la zone d'emploi. Donc, les variables explicatives que je viens de mentionner, elles sont inspirées principalement par la littérature sur la résilience économique, la littérature empirique sur la résilience économique, dans le but d'évaluer ou d'analyser la résilience de l'emploi face au choc. Donc, autrement dit, on prend en compte des caractéristiques pré-crise des zones d'emploi et on cherche à mesurer on cherche à savoir dans quelle mesure ces caractéristiques façonnent ou déterminent la capacité de la zone d'emploi à résister à l'impact du choc économique qui est subi. Notre analyse, elle se concerne sur les facteurs pour lesquels les données quantitatives sont disponibles à l'échelle de la zone d'emploi. Donc, il s'agit précisément de données qui mesurent les économies d'agglomération, la diversité de la structure industrielle et enfin la dynamique entrepreneuriale. Je commence par la première dimension, prise en compte les économies d'agglomération. Donc, il faut savoir que l'impact de l'agglomération sur la résilience des territoires n'est pas clair dans la littérature. Donc, la structure démographique exerce une influence sur la résilience des territoires. Donc, les villes qui sont par nature plus diversifiées sont moins sensibles à des modifications du côté de la demande. Elles se caractérisent le plus généralement par des activités à forte intensité capitalistique, ce qui leur permet de bénéficier d'économies d'agglomération. Par ailleurs, les travaux empiriques suggèrent que les régions urbaines et celles les plus denses étaient plus exposées au choc de la crise financière de 2008, mais en même temps, ce sont ces mêmes régions, ces mêmes territoires qui se sont avérés capables de se remettre plus rapidement après le choc. Donc, pour capter les effets de l'agglomération et d'urbanisation, nous introduisons une mesure de la densité de l'emploi calculée durant l'année 2015, donc faute de disponibilité des données plus tard. L'idée, c'est d'évaluer dans quelle mesure les zones d'emploi les plus denses ont été les plus vulnérables aux effets de la crise. Donc, la densité, elle est calculée comme étant le logarithme de l'emploi total en 2015 de la zone d'emploi I, divisé par la superficie de cette même zone d'emploi.
Pardon. Par ailleurs, nous évaluons également l'impact de la structure économique locale à travers le recours à 3 indicateurs. Ces 3 indicateurs, je les cite successivement. Donc, c'est un indicateur de concentration de l'emploi dans l'industrie, un indicateur de la diversité ou de la concentration de l'activité, et un troisième indicateur qui correspond à des typologies de zones d'emploi. Concernant le premier indicateur, il y a eu des études qui ont souligné durant la crise 2008 l'impact qui est joué par la structure industrielle productive des territoires sur leur réponse face à un choc économique. La crise, elle a montré en particulier la vulnérabilité de certains secteurs vis-à-vis de ralentissement économique, en particulier les secteurs de l'industrie manufacturière et le secteur de la construction. Donc, ainsi, il semblerait que l'industrie, d'une manière générale, plutôt soit plus vulnérable au choc, et donc par conséquent que le secteur des services soit plus résilient face à un choc économique, étant donné sa capacité à s'adapter et la flexibilité qui le caractérise. Donc, le premier indicateur qu'on calcule, c'est un indicateur qui mesure la part de l'emploi salarié dans l'industrie manufacturière en 2015. Donc, c'est l'emploi salarié dans l'industrie en 2015 de la zone d'emploi divisé par l'emploi total de la zone d'emploi. Donc, on utilise cette variable pour voir dans quelle mesure, ou vérifier dans quelle mesure, l'impact de la crise a été inégal entre les secteurs, et surtout pour tester éventuellement ou confirmer éventuellement une plus grande vulnérabilité de l'industrie manufacturière, telle que les autres études l'ont suggéré. La spécialisation de l'économie est souvent jugée comme étant un facteur de croissance économique grâce aux avantages en termes de compétitivité. Donc, une structure économique diversifiée est moins sensible aux fluctuations conjoncturelles et donc est susceptible d'augmenter la résilience d'un territoire face à un choc. Autrement dit, un territoire qui dépend d'un nombre relativement réduit d'activités est potentiellement plus vulnérable en cas de ralentissement ou d'un choc économique. Et donc, à l'image du principe de la diversification de portefeuille, plus l'activité est diversifiée, moins vulnérable serait le territoire. Cependant, donc l'impact de la spécialisation au sein de la littérature n'est pas clair non plus, étant donné que les liens et les interdépendances sectorielles peuvent accroître la diffusion du choc d'un secteur à l'autre, neutralisant ainsi l'effet positif de la diversification. Donc, comme le soulignent Giannakis et Brugman en 2015 et Martin en 2012. Donc, on introduit à cet égard un deuxième indicateur qui correspond à l'indice Herfindahl-Hirschman, qui mesure la concentration de la production au sein de quelques grands établissements d'une même zone d'emploi. Une valeur plus élevée de cet indicateur est synonyme d'une plus grande spécialisation sectorielle de la zone d'emploi. Donc, on le calcule à la manière de Kubrack en 2013, qui souligne que lorsqu'une activité d'une zone d'emploi est fortement concentrée dans quelques établissements, elle a de grandes chances qu'elle soit spécialisée dans un nombre réduit d'activités ou de secteurs également. Donc, l'indice, il est calculé comme étant la somme des parts individuelles dans l'emploi de tous les établissements qui sont implémentés dans la zone d'emploi.
Donc, l'intégration de cet indicateur dans notre modèle nous permet de vérifier dans quelle mesure la diversité sectorielle, autrement dit le degré de spécialisation du territoire au sein d'une zone d'emploi, est susceptible d'impacter sa plus ou moins résilience face au choc. Nous calculons par la suite un troisième indicateur, pardon, qui renvoie à une typologie des zones d'emploi en fonction de leur profil productif. Donc, cette typologie, elle est empruntée à Carré et Al en 2020. Elle est réalisée à partir des coefficients de localisation des 23 secteurs de la base compétitive selon la NEF REF2 pour chaque zone d'emploi. En gros, l'idée, c'est de commencer par une analyse en composantes principales et de terminer avec une classification hiérarchique dans le but d'identifier 4 classes productives qui distinguent les différentes zones d'emploi en fonction en fonction de la spécialisation des territoires. Donc, en gros, on met en évidence, on dégage les territoires, on met ensemble les territoires qui affichent le plus haut niveau de similitude en termes de combinaison sectorielle. Les 4 classes productives qu'on distingue sont les services métropolitains, les industries traditionnelles, les zones d'emploi qui sont caractérisées par des activités de fabrication de biens intermédiaires de moyenne et haute technologie et finalement la fabrication de matériel de transport et industries liées. Donc, encore une fois, on identifie ces 4 classes productives pour mesurer dans quelle mesure la structure de l'industrie ou la composition structurelle sectorielle de la zone d'emploi influence sa réponse face à la crise. Donc, Carréal en 2020 montre par ailleurs que les bassins d'emploi en France montrent une relation positive entre la dynamique entrepreneuriale et la croissance de l'emploi. Donc, le potentiel entrepreneurial ou la dynamique entrepreneuriale, autrement dit, elle est probablement susceptible d'impacter ou d'influencer les effets d'un choc économique, de nuancer l'effet d'un choc économique. La littérature met l'accent sur deux mécanismes, un mécanisme donc du côté de l'emploi, donc à travers une croissance de l'emploi, un autre mécanisme qui est mesuré à travers le potentiel d'innovation, notamment à travers l'élargissement de la composition de la structure productive locale. La dynamique entrepreneuriale, elle est mesurée à travers l'effet local de la variation du nombre d'établissements entre 2015 et 2019. Le calcul, il est réalisé suivant la méthode d'analyse structurelle résiduelle de Levrato et Carré en 2013. L'idée, le calcul qui est réalisé nous permet en fait d'isoler les créations d'établissements qui sont attribuables aux conditions économiques locales. Nous terminons avec une dernière variable de contrôle, à savoir le taux de surmortalité. Donc, on l'utilise pour mesurer en particulier l'intensité de la crise sanitaire. Le taux de surmortalité en 2020, on le calcule en comparant les niveaux des décès donc intervenus à la fois dans le milieu hospitalier et dans les EHPAD en 2020. Donc, on compare le niveau des décès en 2020 par rapport à la moyenne des décès recensés à la même date, donc en 31-12 des années 2018 et 2019. L'idée, c'est de parvenir à répondre à la question de savoir est-ce que les territoires qui présentent des niveaux
des niveaux élevés de surmortalité sont les mêmes territoires qui subissent le plus l'effet de la crise, donc qui affichent un taux de suppression d'emplois plus élevé. Oui, je vois. Donc, je passe rapidement aux résultats. Donc, ce tableau, il présente les résultats qu'on a obtenus à partir du modèle Tobit censuré, qu'on a estimé sur un total de 304 observations ou 304 zones d'emploi localisées en France métropolitaine. On a 100 zones d'emploi ou 100 observations qui sont censurées à gauche, donc pour lesquelles on ne dispose pas d'informations sur la variable expliquée, sur la suppression d'emplois. Le tableau affiche les effets marginaux. On présente dans ce tableau les résultats en incrémentant, en fait, en ajoutant au fur et à mesure les variables pour contrôler de leurs effets. Juste à titre de précision, les variables qui présentent un effet marginal positif, donc compte tenu de la manière dont on construit la variable, donc qui est mesurée en termes de taux de suppression d'emploi, un effet marginal positif signifie un effet de la variable ou du facteur qui aggrave l'ampleur du choc, donc qui augmente l'ampleur du choc, qui influence positivement l'ampleur du choc. Tandis que l'inverse, c'est vrai pour les facteurs ou les variables qui affichent un effet marginal négatif. Pardon. Donc, en particulier, je commence tout d'abord par la densité de l'emploi. Donc, elle est confirmée comme étant un facteur explicatif et déterminant de l'ampleur du choc de la crise. Donc, ce qui est cohérent avec les études qui ont été faites sur la crise de 2018 sur les régions européennes, sur différentes régions européennes. Le taux de surmortalité, donc étonnamment, ne présente aucune influence significative sur le taux de suppression d'emploi ou sur l'ampleur de la crise. Cela signifie que les zones d'emploi qui présentent des niveaux élevés de surmortalité ne sont pas forcément celles qui ont enregistré les pertes d'emploi les plus élevées. Donc, cela laisse penser qu'il y a d'autres dimensions qui sont à l'œuvre dans la crise économique actuelle. D'ailleurs, je précise que dans l'étude que j'ai mentionnée en début de présentation, celle de Talandier et Calixte en 2021, les auteurs rappellent qu'il existe toujours des territoires en France qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise de l'emploi, donc ce qui sous-entend que certains territoires sont plus vulnérables, sont susceptibles d'être plus vulnérables face au choc de la crise de 2020. Concernant le taux d'industrie, où le pourcentage de l'emploi concentré dans l'industrie manufacturière, la variable montre un résultat qui est plus ou moins stable, enfin qui est plutôt stable et significatif. Donc les zones d'emploi qui présentent un niveau élevé de l'emploi dans l'industrie ont une probabilité supérieure de ressentir le choc de la récession de l'emploi. Donc, on peut attribuer cela aux caractéristiques de l'industrie manufacturière et notamment les caractéristiques des employés qui font partie de ce secteur généralement. Significatif également l'indice de concentration et de diversité d'activité de la structure industrielle ne présente pas d'impact significatif sur le taux de résilience, le taux de suppression d'emploi en Grande-Bretagne, l'ampleur de la crise. Donc, il n'apparaît pas comme un déterminant significatif de la capacité de résilience des zones d'emploi. Enfin, il y a un effet négatif de la spécialisation ou positif de la diversité sur la résilience.
résilience. que j'ai cité Les également écarts précédemment de Kitsas et Bishop en cette différence 2016, par rapport aux autres études retrouvent un peut être impact non attribué significatif au également choix de la variable dépendante dans notre modèle, de la structure de de notre notre variable industrielle dépendante ou à la ou de période la concentration de la étudiée. spécialisation sur la résilience. Les classes En productives qu'on a calculées, n'empêche qu'on que a certaines distinguées, études, elles montrent qu'il existe il y a un affichent effet des négatif de la spécialisation, spécialisation notamment pour les classes ou productives 2 positif et 3, de la donc diversité sur la l'appartenance, résilience des les zones écarts d'emploi par à ces rapport classes où productives cette différence par rapport semble aux autres réduire études peut l'impact être attribuée de la crise au sur choix de l'emploi. la variable dépendante. Donc ça, Dans notre modèle, ça permet de à la réduire construction l'ampleur de notre variable l'ampleur dépendante du ou choc. à la période Donc cela étudiée. suggère que le secteur des services les classes productives ne semblent pas épargnées comme qu'on a pourrait distingué. s'y attendre. Affiche des résultats significatifs, contrairement pour les classes productives 2 et 3, à ce qu'on pourrait s'attendre. Des zones d'emploi à ces classes productives semblent réduire l'impact Pour terminer avec de la crise l'effectif sur local, l'emploi. Donc ça permet de réduire l'effectif local, l'ampleur du choc. on constate Donc cela suggère un impact qui est négatif le secteur des services significatif, qui confirme ne que semble la pas dynamique entrepreneuriale épargnée exerce comme on pourrait s'y un impact attendre, significatif sur la résilience d'un territoire face à un choc. Contrairement à ce qu'on pourrait, ce même résultat, s'attendre. il a été constaté dans des études sur des données Pour terminer grecques avec ou des l'effectif données local, anglaises également. Donc, autrement dit, cela pour confirme terminer avec l'idée que les l'effectif zones local, entrepreneuriales on constate un impact adaptable négatif aux effets d'un choc exogène et donc qui confirme les territoires ou les zones d'emploi qui présentent exercent une dynamique un impact entrepreneuriale significatif sur la plus résilience élevée, plus marquée d'un territoire moins face les à un effets choc. de la crise. Donc, ce même résultat, il a été constaté dans des études sur des données grecques ou des données anglaises également. Donc, pour résumer, autrement dit, cela confirme l'idée que les zones nous avons d'emploi apporté une première entrepreneuriales sont évaluation plus de l'ampleur du choc adaptables économique aux qui a effets été d'un engendré par choc la crise exogène et sanitaire. donc On a choisi les territoires ou les zones d'emploi qui présentent puisqu'elle est la plus adaptée une dynamique pour entrepreneuriale plus élevée, des analyses subissent qui portent moins sur les effets de la crise. On a réussi à mettre en évidence l'hétérogénéité spatiale des effets de la crise. Donc, le fait d'avoir eu recours à des données disponibles pour résumer, en amont pour justement éviter d'attendre les données de l'INSEE, une première évaluation donc de qui seront l'ampleur éventuellement du choc disponibles économique à qui la a fin été de engendré l'année par la crise sanitaire. On a choisi la maille de la zone d'emploi, sauf retard éventuel, plus adaptée pour ça nous a permis des analyses qui portent de la zone d'emploi décideurs publics, on a réussi à mettre en évidence l'hétérogénéité spatiale des effets de la crise vers les territoires en fonction de leur fragilité ou de leur vulnérabilité disponibles face au choc. Pour Justement éviter d'attendre les données de l'INSEE, donc qui seront éventuellement disponibles à la fin de l'année où la fenêtre s'est fermée. Donc, sauf retard éventuel. Donc, ça nous a permis d'apporter une contribution qui peut être utile aux décideurs publics, aux acteurs locaux, dans le but de concevoir des politiques davantage axées vers les territoires en fonction de leur fragilité ou de leur vulnérabilité à la fin. Donc, j'étais en train de dire, nous prévoyons d'élargir notre analyse au-delà du court terme. Donc, notre analyse, certes, elle se limite à l'analyse à l'évaluation de l'ampleur du choc, mais on envisage éventuellement de mesurer les autres ou d'apporter une évaluation de la résilience qui va au-delà de la mesure de l'ampleur du choc, dans le but de mesurer le rétablissement à plusieurs horizons après le choc. Nous prévoyons également de compléter avec des données exhaustives sur les suppressions de zones d'emploi, donc qui sont tributaires
donc de la publication des données par l'INSEE, encore une fois, afin en particulier de tester la robustesse de nos résultats.